Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je vais juste commencer par me présenter. Je vois d'ailleurs qu'il y a une petite coquille sur le slide. Donc moi, je m'appelle Quentin Schoen, je suis encore un petit peu consultant et responsable commercial chez Iterop. Et nous allons vous présenter aujourd'hui un webinaire basé sur les non-conformités. Et nous nous sommes basés sur un cas client qui est venu nous voir il y a quelques semaines maintenant, étant donné qu'il avait un petit problème dans sa production de jouets. Vous allez pouvoir en apprendre un peu plus juste après. On va passer à peu près 5 grosses minutes sur les slides, et puis ensuite on basculera sur Iterop. Vu le profil des personnes qui sont autour de la table aujourd'hui, je me concentrerai à présenter Iterop majoritairement sur la partie Play, sur la partie sur laquelle vous êtes tous les jours. Et s'il y a des questions sur design, bien entendu, je ferai un plaisir d'y répondre pour vous expliquer un peu comment on a pu designer le processus que vous allez voir aujourd'hui. Alors, la problématique est la suivante. L'entreprise qui est venue nous solliciter est une entreprise qui fabrique des jouets avec des ouvriers, des lutins, qui travaillent à longueur d'année pour produire un certain nombre de jouets de toutes sortes pour l'ensemble des enfants qui vont recevoir ces jouets aux alentours du 24-25 décembre à peu près à travers le monde. Cette entreprise est dirigée par un directeur, et ce directeur, justement, nous a contactés parce que, alors même que la mécanique, globalement, est bien huilée, ça fait quelques années maintenant que cette production tourne, eh bien cette année, il a eu un petit souci, dans la mesure où, un peu à cause de la pandémie, entre autres, la pandémie actuelle, je ne reviens pas dessus, malheureusement, de très nombreuses personnes dans sa société se sont retrouvées malades et à ne plus pouvoir assurer leur poste. Alors, ces personnes étant parfois confinées, étant parfois absentes pendant des périodes plus ou moins longues, il a dû embaucher de nouvelles équipes. Et le souci qu'il a eu, c'est que à devoir les embaucher rapidement et à devoir justement les former rapidement, on se retrouve cette année avec un certain nombre de jouets qui ne sont pas finis ou pas complètement terminés ou qui sont mal terminés. Et donc, avec un certain nombre de non-conformités sur les produits finis, de casses, d'objets, de jouets qui ne correspondent pas aux attentes, ce qui fait que finalement, d'une mécanique bien huilée, on a une mécanique qui peut se gripper, un peu comme les ouvriers qui sont tombés malades les uns après les autres. Donc, le dirigeant a commencé à se poser des questions, étant donné que tout se passait bien jusqu'à présent, la qualité n'était pas sa priorité. Mais là, ce dirigeant commence à se demander, tiens, comment je peux faire pour faire en sorte de bien ramener un peu mes équipes et puis surtout la production de produits et de produits finis dans la bonne direction, et donc d'améliorer justement la qualité de ce que produit son entreprise. Alors, l'une des premières choses que ce dirigeant a essayé de rechercher, c'est les fameuses causes racines. Pourquoi j'ai ces non-conformités, on va enfin utiliser ce mot-là. Pourquoi j'ai ces non-conformités? Pourquoi les produits que je fabrique ne correspondent plus ou ne correspondent pas à ce que je souhaite? Et donc, il a commencé à chercher du côté de la matière première, du côté des processus peut-être, du côté HSE d'une manière générale, creuser certaines dimensions plus que d'autres, peut-être du côté RH, en effet, il y a cette problématique de formation, de la défaillance machine, etc., etc. Donc, il y a pas mal de causes racines potentielles, j'en ai cité quelques-unes, mais bien entendu, il peut y en avoir bien d'autres. Et la problématique aujourd'hui, c'est de se rendre compte que, ok, j'ai une production qui petit à petit dévie par rapport à l'objectif que je m'étais fixé, tant en termes de quantité et là surtout que de qualité, et allons à la recherche de ce qui ne va pas. Donc, pour ce client qui est venu nous voir il y a à peu près un mois, je dirais, on lui a mis en place un processus que je vais vous montrer, processus qui se décompose de la manière suivante et qui est globalement divisé en 4 phases. Je déclare, j'analyse, je ventile les actions correctives et je valide la réalisation de ces actions. On va commencer justement par déclarer la non-conformité. Donc là, l'idée, c'est de faire en sorte que n'importe qui dans la société puisse déclarer la non-conformité qu'il a observée, quel que soit l'endroit où il l'a observé, que ce soit à réception directement en magasin, que ce soit au moment de l'expédition, que ce soit à n'importe quel moment de la chaîne. Donc la possibilité que l'on va donner de déclarer la non-conformité à tous les salariés de la société.
La deuxième étape, ça va être de l'analyser par le responsable du secteur concerné. Ok, j'ai eu un problème sur tel ou tel jouet. Eh bien, je vais remonter ce problème au responsable du secteur, de ce processus-là, pour faire en sorte qu'il puisse analyser la défaillance et qu'il puisse proposer des actions correctives. En sachant, bien entendu, que cette personne ayant une vision globale et une connaissance sur le métier, il va être en mesure normalement de pouvoir justement proposer des actions correctives adaptées. Actions correctives qui vont donc à ce moment-là être ventilées auprès des différentes personnes qui doivent les réaliser, que ce soit lui en tant que responsable du processus ou que ce soit les autres personnes impliquées, un chef d'équipe, quelqu'un qui est directement sur le terrain responsable d'une certaine partie de la production, etc., etc. Et ce, quelle que soit l'action corrective à mettre en œuvre. Et ensuite, l'objectif, c'est justement de pouvoir rassembler toutes ces actions correctives afin de pouvoir ou non les valider en tout ou partie et potentiellement en rajouter d'autres parce que la correction de certaines actions correctives peuvent déclencher justement une réflexion sur d'autres actions correctives à mettre en œuvre pour faire en sorte d'être sûr que tout est bien ficelé par rapport à ce qu'on avait imaginé au départ. Et donc, passer par cette étape de validation qui, si elle donne lieu à de nouvelles actions correctives, va nous permettre de revenir à l'analyse par le responsable du secteur concerné et donc de rentrer finalement dans cette dynamique d'amélioration continue et permanente et faire en sorte que, à partir du moment où j'ai déterminé un certain nombre d'actions correctives, je puisse en rajouter par la suite avant de valider que l'intégralité de ces actions, normalement, devrait corriger le problème que j'ai rencontré de façon pérenne. Et enfin, une diffusion auprès des différentes parties prenantes. Les fonctionnalités que cela va nous permettre de vous présenter, alors bien entendu, suivant votre niveau de maturité et d'appropriation de la solution Iterop, il y a certaines qui vont être triviales, d'autres peut-être un peu moins. J'espère qu'on vous en fera découvrir certaines. Certaines d'ailleurs sont issues des dernières versions d'Iterop. Donc la ventilation des tâches, que dans notre jargon on appelle le dépile, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir à dupliquer une tâche autant de fois que nécessaire, alors même qu'on a dessiné le processus en amont, on va être capable de la dupliquer autant de fois que nécessaire pour la ventiler auprès de une ou plusieurs personnes. On va revoir les variables composées, surtout la lecture seule de colonnes, lecture seule de lignes, qui sont des nouvelles fonctionnalités qui sont assez récentes, qui peuvent être intéressantes également dans ce cas d'usage. Et enfin, tout ce qui va être tableau de suivi personnalisé, tableaux de suivi qui vont être utiles pour pouvoir montrer auprès des différentes parties prenantes, que ce soit les opérationnels, les managers, les différentes personnes dans chacun des services, eh bien, uniquement les process auxquels elles ont à avoir accès et qu'elles souhaitent voir avec uniquement la bonne granularité de variables. Et avant-dernière fonctionnalité, bon, les tableaux de bord, ça, on les regardera, mais ça, c'est assez classique pour avoir des indicateurs de performance sur notre activité. Et l'avant-dernière fonctionnalité qui est assez amusante, qui est le changement de statut d'une variable dans un processus terminé. Donc ça, on verra ça tout à l'heure, qui est facilité depuis quelques mois maintenant par des améliorations techniques qui font qu'on va pouvoir changer certaines valeurs. On va le voir tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est de passer à la pratique, justement, et donc de nous connecter à Iterop. Donc là, comme vous le voyez, donc Iterop est bien entendu accessible, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, quel que soit le système d'exploitation, le navigateur, et même l'appareil que vous utilisez, une tablette, un ordinateur, un téléphone. Et donc, on va se connecter avec un login et un mot de passe, sans avoir quoi que ce soit à installer sur notre machine. Et donc, on va se retrouver sur l'interface Iterop Play. Donc, pour ceux qui sont un peu nouveaux dans le monde d'Iterop, on a d'un côté Iterop Play, c'est là où on va réaliser les tâches, déclencher les processus, suivre leur avancement et être en mesure de regarder les différents indicateurs de performance basés sur ces processus. Et de l'autre côté, Iterop Design. Iterop Design, où on va construire nos modèles, gérer nos utilisateurs, tout ce qui va être les listes de données, les tableaux de données, les services, etc., etc. Donc là, ce que je vous propose, c'est de retourner vers Iterop Play. Et donc, imaginons que nous avons détecté une non-conformité. Donc, je vais dans mon onglet processus, je déclenche mon processus de gestion de non-conformité parce que, eh bien, a priori, j'ai détecté une non-conformité sur, alors on va dire, je ne sais pas, tiens, les cubes en bois. Voilà, la découpe des cubes en bois. Alors, j'en ai plusieurs. Là, j'ai
mis mes différents processus qui sont présents actuellement dans mon entreprise. Et a priori, ou la fabrication de nounours, c'est peut-être plus rigolo, voilà. La fabrication de nounours, j'ai un problème. Je vais pouvoir, donc, à partir du moment où j'ai sélectionné mon processus, le pilote du processus remonte automatiquement, dans la mesure où j'ai enregistré sur Iterop dans une table de données le lien entre les processus et les pilotes de processus. J'ai la date de la déclaration qui se met automatiquement, et donc je vais pouvoir typer cette non-conformité et dire par exemple qu'il y a vraiment un gros problème, le jouet est dangereux. Okay, et je vais pouvoir déclarer cette non-conformité. Je ne sais pas, par exemple, le nounours attaque l'enfant. Imaginons. Je vais pouvoir ajouter un justificatif, une photo. Ça va être en particulier très utile si vous êtes directement sur le terrain. On a certains clients qui le font via une tablette, de pouvoir directement prendre une photo et la rajouter facilement sur le processus. Bon, là, je vais prendre une photo un peu au hasard. Donc, de pouvoir rajouter le justificatif, cette photo qui va nous permettre, alors même que je suis sur le terrain avec une tablette, un téléphone portable, peu importe, de déclarer ma non-conformité, alors même que je la vois, et donc, parce que je la déclare, et là en plus le jouet étant dangereux, de pouvoir très rapidement lancer mon processus de gestion des non-conformités pour la déclarer rapidement. Donc, hop là, je vais écarter un petit peu, je me retrouve donc sur l'onglet des tâches, et sur l'onglet des tâches, étant donné que j'ai dit que le jouet était dangereux, je vois la priorité de la tâche qui a été mise à urgent. On l'a mise à urgent, bien entendu, toute cette notion de priorité de processus, priorité de tâches, on a plusieurs niveaux qui vont pouvoir s'exécuter, et donc, assez visuellement et même en termes de suivi pour pouvoir trier les processus les uns par rapport aux autres, je vais pouvoir prioriser les processus urgents par rapport aux autres et voir également, au travers du nom du process qui est ici, qu'on a complètement personnalisé dans la mesure où là, je vois que c'est ma 41e demande, que je suis sur un processus de fabrication de nounours, c'est ce que j'avais cliqué tout à l'heure, et qu'on est aujourd'hui le 16-12-2021. Là, j'avais un problème sur la découpe des cubes en bois le 13-12, là c'est le 16-12, ok. Et cette tâche est affectée au responsable de processus pour analyse. Ok. Lorsque je vais cliquer dessus, alors pour ceux qui connaissent un peu l'interface d'Iterop, vous retrouvez ce que vous connaissez habituellement, à savoir les informations à gauche qui ont été remplies précédemment, la capacité qu'on va avoir justement à ouvrir la photo prise juste avant, okay, pour pouvoir dire qu'est-ce qui se passe, quel est le problème, et sur la droite, le formulaire à remplir avec justement ce qu'on va appeler, nous, une variable composée qui va être un champ de type tableau où on va pouvoir justement remplir plusieurs valeurs les unes à côté des autres et donc faire plusieurs mini-déclarations finalement au sein même de ces déclarations de non-conformité. Donc, il va falloir que je sélectionne la référence. Donc, par exemple, un défaut machine, un défaut de formation des lutins, et puis peut-être un écart lié à la matière première. Donc ça, c'est pour pouvoir typer les écarts, moi en tant que responsable de processus. Je donnais un titre, donc par exemple le défaut machine, je ne sais pas, vérification de l'assemblage, peut-être un problème dessus, assemblage trop énergique, imaginons, et proposition d'action corrective, mettre à 0 la machine. OK. Ensuite, je vais pouvoir aller directement sur la deadline. Bon, ça, a priori, il faut qu'on le fasse très très vite, d'ici à demain. Et puis, à des fins, on va dire, pédagogiques, pour faire en sorte que vous voyez la tâche qui va m'apparaître, je vais m'attribuer la tâche, étant donné que, bon, imaginons que ce soit moi. Ensuite, la formation des lutins. Voilà, a priori, peut-être le titre, c'est « Revoir la formation ». La description, c'est « Formation peut-être insuffisante », imaginons. Insuffisante. OK. Et l'action corrective, c'est 1 heure de formation sur le terrain. Et donc là, cette tâche-là, à la limite, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça le problème. On va se donner jusqu'à la semaine prochaine le temps de former tout le monde en 3-8, etc. Et je vais attribuer cette tâche à Oriane, notre ami RH, qui va pouvoir justement former les lutins. Et pour la matière première, on va peut-être vérifier, je ne sais pas, la toile du tissu. Enfin, vérifier le tissu, tout simplement. Le tissu, peut-être tissu mécanisé, on ne sait pas si le nounours attaque les enfants. Et l'action corrective, c'est contrôle qualité à réception des matières premières, plus appel fournisseur pour signalement.
par exemple. Ok, donc là, je rentre dans cette logique de gestion de mes non-conformités au travers de la déclaration, puis ensuite, je décompose en les différents éléments qui pourraient être des actions correctives à mener. Je vais pouvoir les ventiler auprès de différentes personnes. Ça, je ne vais pas laisser trop de temps, hein, c'est vraiment un problème grave. Puis je vais le distribuer à Olivier, hein, qui est notre responsable appro et achat. Et je vais finaliser ma tâche. Et lorsque je vais finaliser ma tâche, instantanément vont se ventiler auprès des différentes personnes les différentes tâches qui leur sont attribuées. Alors, élément intéressant, c'est que typiquement, on peut se dire, quand on ne connaît pas forcément beaucoup, quand on ne connaît pas bien le BPM et la démarche qui vient derrière, que si je mets un outil, forcément, je vais être sur quelque chose de très rigide, de très standardisé. Et ce, alors même que finalement, on voit que le nom de la tâche, vérification de l'assemblage, c'est un nom qui a été complètement customisé, enfin personnalisé, pardon. C'est-à-dire c'est le nom que j'ai rentré tout à l'heure. Donc là, je vais pouvoir déjà jouer là-dessus. Je vais pouvoir jouer sur la multiplicité des tâches, justement là, comme je viens de vous le montrer. Et donc moi, je viens de recevoir, en tant que personne responsable potentiellement de l'assemblage, une action corrective à réaliser. Ok, je le vois, hein, je suis dans le processus action corrective, c'est marqué juste là. La référence, ok, donc c'est un problème au niveau de l'assemblage. Ça a été trop énergique, je vais mettre à zéro la machine. Ok, machine mise à zéro. Et donc, je finalise ma tâche. Et donc là, je n'ai pas d'autre tâche qui apparaît. Je prends maintenant ma casquette de responsable qualité et donc je vais voir dans le suivi où en est la réalisation de mes actions correctives. Donc là, je suis sur mon processus d'action corrective et je vois que au niveau de la fabrication de nounours, la vérification de l'assemblage, la validation de l'action corrective est en attente. J'ai fait l'action corrective, maintenant j'attends qu'elle soit validée par le contrôle qualité. Le nom de la tâche courante, j'en ai plus finalement, hein, je suis juste sur cette tâche qui est terminée, et je vois la référence au processus 41, fabrication de nounours, 16-12-2021, et donc je vois d'un seul coup d'œil que ces 3 actions correctives sont associées à la même déclaration. Et donc là, Olivier et Oriane sont en train de réaliser leur action corrective, donc ils vont la valider. Et lorsqu'ils vont la valider, donc je vous en prie, messieurs, dames, validez donc votre action corrective. Voilà, donc la vérification du tissu, c'est fait. On voit que c'est en attente, très bien. Et Oriane, hop là, Oriane, c'est en attente aussi, très bien. Donc les 3 actions correctives ont été menées. Les processus sont bel et bien terminés, hein, on le voit ici. Et donc, si je retourne dans mon onglet tâches, eh bien, je vais pouvoir voir le responsable qualité qui a la validation des actions à faire. Et donc, alors je joue un peu parce que mon écran n'est pas très grand. Hop là. Donc là, vous allez voir l'ensemble des informations. Donc ça, c'est le tableau des écarts. C'est ce que j'avais mis tout à l'heure dans mon tableau. Vérification de l'assemblage, la description, la proposition d'action. Et là, sur la droite, je vois les différentes actions correctives qui ont été réalisées. Donc, pour la vérification de l'assemblage, j'ai mis OK, la machine a été mise à zéro. Bon, a priori, c'est bon. Ensuite, ici, oh là là, Olivier a été prolixe. Donc, il me dit que le fournisseur s'est trompé de tissu, il a déjà renvoyé la bonne marchandise. Nous allons vérifier méthodiquement toutes les marchandises réceptionnées. OK, bon, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Hop, alors, on va se mettre comme ça, ce sera plus facile à lire. Fermer sans sauvegarder. Voilà. Alors, j'espère que vous arrivez encore à lire. Ouais, normalement, c'est bon. OK. Et ensuite, on va voir Oriane qui nous dit que la formation pratique des lutins de 1 heure plus accompagnement des tuteurs sur les premières tâches est effectuée. OK. Donc ça me paraît bien. Bon, celle-ci aussi. Celle-ci aussi, je vais les valider. Par contre, souhaitez-vous que d'autres actions correctives soient mises en place? Oui, parce que j'ai pensé à un truc entre-temps. Donc, moi, responsable de qualité, ou alors moi, avec ma casquette de responsable de processus, je peux me dire, attendez, entre-temps, il faut peut-être revoir les piles. Voltage trop haut. Si le nounours attaque l'enfant, c'est peut-être que c'est un voltage trop élevé. Imaginons. OK. Donc là, élément intéressant, là je prends ma casquette de responsable commercial d'Iterop et de consultant. Ce que vous voyez ici, c'est la capacité qu'on va avoir aussi sur ces tableaux, donc sur ces variables composées, à rendre en lecture seule certaines colonnes pour faire en sorte qu'on puisse en modifier certaines, mais pas d'autres. Ce qui va vous permettre justement de pouvoir manipuler ces variables avec suivant différents aspects et faire en sorte qu'un acteur puisse modifier par exemple une colonne mais pas une autre, ou une ligne et pas une autre. Et justement, on y vient.
Donc là, par exemple, je dis, bah, c'est bien, ces 3 actions ont été réalisées, mais il faudrait que j'en mette une de plus en place. Action corrective prise en compte, et donc là, je reviens sur l'analyse. Alors, je vais peut-être rezoomer un petit peu. Hop là, pardon. Je reviens dessus. Voilà, je zoome un petit peu plus. Et donc là, c'est ce que je vous disais. On voit que les 3 premières lignes, finalement, ont été réalisées. Il ne s'agit pas de les modifier. L'objectif n'est vraiment pas là. Et au contraire, il s'agit même surtout de ne pas apporter de modification. En termes de traçabilité, ce qu'on veut, c'est pouvoir garder ces premières actions correctives réalisées. Par contre, je vais pouvoir rajouter une ligne. Et donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est assez récente, qui va vous permettre justement de pouvoir bloquer le contenu de certaines lignes et pas d'autres. Et donc moi, là, de me dire, il y a peut-être un défaut, donc on était sur de la matière première, ok, vérifier les piles. Voltage trop haut, peut-être. Appeler le fournisseur, plus test en labo. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors ça, par contre, il faut qu'on le réalise très, très vite. Et donc là, je refais exactement la même chose. Je vais attribuer cette tâche à Olivier. Je vais finaliser la tâche. Moi, je n'en ai plus. Et Olivier va pouvoir réaliser sa tâche. Et là, vous voyez, tout à l'heure, on avait marqué en attente pour ces différentes... Hop là, je vais zoomer. Pour ces différentes lignes d'action corrective, on était en attente. La validation de l'action corrective, on était à oui. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de se rendre compte que tout à l'heure, avant qu'elle soit validée, j'étais sur rien du tout. Ensuite, j'ai été en attente, en attendant que moi, responsable qualité, je valide la réalisation de cette action corrective. Et une fois que Olivier aura terminé de rentrer son action corrective, qui est de vérifier les piles, hein, on le voit ici, ok, appeler le fournisseur plus test en labo, ok. Et bien, quand Olivier aura validé, pouf, la tâche passe en attente et le processus est terminé. Je retourne dans mes tâches. Hop là. Et donc là, j'ai bien accès à l'ensemble de mes lignes. Si jamais je me rends compte que quelque chose a changé, je suis toujours capable de dire que finalement non, ce n'est pas validé. Et donc là, Olivier me dit, le labo confirme l'hypothèse, nous changeons de fournisseur. Parfait. L'action corrective est prise en compte. Hop là. Je ne souhaite pas mettre d'autres actions correctives en place. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur le bouton et on m'a alerté sur le fait que l'un des champs n'était pas rentré. Ça va être intéressant en particulier quand vous souhaitez faire en sorte que les formulaires, les bonnes informations soient rentrées et qu'on ne puisse pas diverger de trop. Typiquement, vous mettez une petite condition d'obligation et on est bon comme ceci. Et ensuite, pouf, l'action corrective est prise en compte et le processus est terminé. Je vais dérouler avec vous un processus donc de déclaration de non-conformité, analyse, ventilation des tâches, validation de ces différentes actions correctives, avant de pouvoir potentiellement en modifier, en ajouter une, et puis on repart dans le même schéma, et à la fin, ces actions correctives sont diffusées. Ce qu'on aurait pu faire, alors là, on ne l'a pas fait, mais c'est tout à fait possible. Certains parmi vous savent peut-être le faire, et si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter pour justement qu'on puisse vous montrer comment on le fait. On pourrait envisager une connexion, par exemple, à un Google Drive ou à un SharePoint ou à un repository quelconque pour pouvoir justement générer un document PDF, par exemple, avec l'ensemble des activités qui s'enchaînent, hein, qu'est-ce qu'on a réalisé, quand, à quel moment, quelles sont les actions correctives qui ont été mises en place, par qui, à quelle date, etc. etc. Réaliser ce document PDF et venir le stocker automatiquement dans le bon dossier, au bon endroit, dans votre système d'archivage. En tout état de cause... Tu as une petite question sur la tâche du responsable. Alors, c'était si je comprends bien, alors je vais la prendre celle-ci en effet parce qu'elle est vraiment sur ce que je viens de dire. Donc, Jeanne qui nous demande, si je comprends bien, la tâche du responsable se met à jour en temps réel au fur et à mesure que les acteurs traitent leur tâche unitaire. Alors, ce n'est pas vraiment la tâche du responsable, c'est le tableau de suivi qui est ici. Alors justement, c'est justement l'intérêt d'Iterop. Hein. En gros, les tâches que vous allez recevoir, c'est l'équivalent des mails auxquels vous devez répondre. Vous, en tant que responsable, vous n'avez pas forcément, vous allez être heureux de savoir qu'une action corrective a été réalisée, mais finalement, quand vous allez recevoir un mail pour vous dire, voilà, j'ai réalisé l'action corrective, c'est un mail auquel vous n'avez pas à répondre, a priori, à part OK, merci ou quelque chose comme ça. L'intérêt d'Iterop, c'est justement de faire en sorte que vous n'ayez dans votre escarcelle de tâches que les tâches que vous devez réaliser, l'équivalent des mails auxquels vous devez répondre, et que dans le tableau de suivi, vous ayez accès en temps réel à l'ensemble des informations qui vous sont nécessaires
par rapport à la réalisation des différentes tâches de vos collaborateurs. Donc oui, ça revient à ça, c'est-à-dire qu'en temps réel, je vais pouvoir voir où en sont mes différentes actions correctives, est-ce qu'elles sont validées, est-ce qu'elles ne sont pas validées, quelles sont celles qui sont prioritaires, et bien entendu, je peux trier toutes ces actions correctives par acteur, par identificateur du processus, par durée, pour peut-être me focaliser sur les actions correctives qui sont en attente depuis le plus longtemps, et je vais pouvoir faire des filtres, une recherche à l'intérieur de ce tableau, etc., etc., pour faire en sorte justement, en temps réel, plutôt que de faire un extract d'une base de données quelconque sur laquelle vous traitez vos actions correctives, et puis après, d'à partir de cet extract, de le traiter sur Excel, vous avez les mêmes fonctionnalités ici, de tri, de recherche, et d'ajout surtout de variables sur ces processus pour pouvoir avoir en temps réel la visibilité avec le bon niveau d'information sur les différentes tâches et ou différents processus qui sont lancés. L'intérêt aussi, et ça m'amène j'espère que j'ai répondu à votre question. D'ailleurs, Jeanne, si jamais je n'y ai pas répondu de façon assez exhaustive, n'hésitez pas à en poser une autre, bien entendu. L'intérêt, ça va être aussi de pouvoir, sur un même processus, avoir plusieurs tableaux de suivi différents. C'est-à-dire, typiquement, moi, en tant que, je sais pas, responsable qualité, j'ai envie d'avoir accès à les différents processus de non-conformité qui sont lancés, leurs priorités, depuis combien de temps le processus global de gestion de la non-conformité est lancé, la date de lancement, le nom de la tâche courante, ce qui revient un peu aussi à votre question, Jeanne, dans la mesure où on va pouvoir voir automatiquement quelle est la tâche qui est en attente actuellement, ou quelles sont les tâches qui sont en attente actuellement, la durée de la tâche courante, ok, le processus concerné, le type de non-conformité. Bon. Ce qui peut être intéressant, alors je peux bien sûr sélectionner mes processus en cours, les processus terminés, etc. C'est peut-être que d'autres utilisateurs n'ont pas besoin de ces colonnes-là, ils ont besoin d'autres colonnes. Et donc, on va pouvoir configurer un autre tableau de suivi avec d'autres colonnes, donc là, en l'occurrence, la date de la déclaration, le processus concerné, le type de non-conformité, mais rien de plus. Et publier ces tableaux de suivi à l'ensemble des personnes que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans un onglet de configuration, dire eh bien, ce tableau de suivi, je le partage avec tel groupe de personnes ou tels utilisateurs, et celui-là, je le partage avec d'autres personnes. Donc, moi, en tant que responsable qualité, être en mesure de partager les bons tableaux de suivi avec les bonnes personnes, sans forcément que ces personnes aient à configurer quoi que ce soit. Sachant qu'après, dans tous les cas, si elles ont le bon niveau de droit, bien entendu, elles pourront rajouter les variables qui leur semblent nécessaires pour pouvoir enrichir finalement leur tableau de suivi et faire en sorte que le tableau de suivi soit vraiment personnalisé. Donc, typiquement, peut-être que ces personnes voudront ajouter le nom du pilote du processus. Pouf, là, je l'ai rajouté ici. Et puis, j'ai envie de le décaler ici parce que finalement, c'est la principale chose qui m'intéresse. Voilà. Et donc, je vais pouvoir tracer et trier mes différentes demandes par pilote de processus. Voilà l'intérêt du suivi et voilà l'intérêt justement et la distinction qu'on va faire entre le suivi et les tâches. Autre élément intéressant, typiquement sur l'assemblage des poupées, dont le pilote de processus est Oriane, si je clique dessus, eh bien, je vais pouvoir rentrer sur mon process, voir quelle est la tâche en attente, voir quelles sont celles qui sont réalisées et celles qui ne le sont pas. Donc, typiquement, toutes les vertes sont celles qui sont réalisées, la bleue est celle qui est en attente et les blanches n'ont pas été réalisées. Et voir dans le détail qu'est-ce qui s'est passé. Alors là, il ne s'est pas passé grand-chose étant donné que le processus est en cours et que je suis sur la première tâche. Mais si je vais sur le processus qu'on vient de voir ensemble, la fabrication de nounours, eh bien, dans mes informations générales, je vois exactement ce qui s'est passé. Les petits signes multipliés que vous voyez ici, c'est combien de fois je suis passé par chacune des tâches. Donc déjà, visuellement, ça me donne une petite idée. Typiquement, je me rends compte que j'ai bien eu 4 non-conformités qui sont passées par là. Okay, j'ai bien lancé 4 sous-processus d'action corrective. Et si je rentre dans le détail, eh bien, je vais pouvoir voir. Alors, moi, j'aime bien ne pas voir les tâches de script parce que ça ne m'intéresse pas. Eh bien, je vais pouvoir voir les différentes tâches qui ont été réalisées et qu'est-ce qui a été rentré à quel moment. Typiquement, tout à l'heure, j'ai mis revoir les piles, le voltage est peut-être trop élevé. Cette tâche m'est apparue à 11h20, elle a disparu à 11h23. J'ai mis 2 minutes 27 à y répondre et je suis Quentin Schoen, personne qui a répondu. Donc, en termes de traçabilité, il va y avoir 2 intérêts. Le premier intérêt, c'est que vous allez avoir une traçabilité totale sur l'ensemble de vos actions correctives parce que les bonnes tâches vont être distribuées aux bonnes personnes au bon moment et vous, responsable qualité, vous aurez la totale visibilité sur ce qui est en train de se passer. Premier point. Et deuxième point,
En termes d'historique et de traçabilité sur ce qui s'est passé concrètement dans ces tâches, vous allez voir qui a pu faire quoi, à quel moment, a rempli quoi, et donc finalement avoir un historique complet, exhaustif, sur le traitement des différentes non-conformités. Dernière chose qui peut être intéressante, et ensuite on pourra passer aux questions, c'est les tableaux de bord. Tableau de bord que vous allez pouvoir configurer complètement, de façon complètement personnalisée, de la même manière que les tableaux de suivi, vous pourrez les partager avec telle ou telle personne. Les tableaux de bord, ça va être la même chose. Et y mettre les indicateurs de performance que vous souhaitez. Donc typiquement, moi j'ai souhaité voir ici les processus concernés par les anomalies au cours du temps. Ok, très bien. Donc là j'ai une granularité à la semaine, je peux vouloir une granularité au mois ou directement au jour pour pouvoir avoir un suivi très précis si j'ai beaucoup de non-conformité par exemple. Faire un export de ces tableaux, de ces graphiques en mode tableau pour pouvoir exporter la table directement sous format Excel ou CSV. Je n'étais pas obligé de faire l'export, peu importe. Vous voyez que ça marche. Et enfin, j'ai pareil avec le type de non-conformité. Je peux sélectionner une période pour que tous mes indicateurs s'actualisent par rapport à cette période. Et pareil pour les acteurs responsables des actions correctives. Alors, bien entendu, on le répète, l'objectif d'Iterop n'est pas de faire du flicage. L'objectif d'Iterop est de rentrer dans une logique d'amélioration continue. Ce qu'on veut dire par là, c'est que potentiellement, si en l'occurrence, c'est moi, je viens voir le responsable qualité en lui disant écoute, le processus qualité, il est très bien, mais ça me prend un temps fou en ce moment, il y a un problème, il faut qu'on fasse quelque chose, j'ai besoin d'une ressource supplémentaire pour m'aider. Factuellement, je sais ce qui s'est passé, je vois bien le problème qu'il y a eu, et donc je vais pouvoir être en mesure de l'aider sur cette tâche-là. Autre élément intéressant, et j'en finirai avec l'onglet analyse. Donc l'analyse, là où les indicateurs de performance et les tableaux de bord, je les ai configurés moi à partir du processus, des variables du processus, les calculs que j'ai pu souhaiter faire. Je peux regarder, alors mon processus s'appelle gestion des non-conformités. Et là, totalement automatiquement, alors sur le mois qui vient de s'écouler, je vais lancer une recherche. Et là, j'ai absolument rien besoin de configurer dès lors que mon processus est réalisé, qu'il a été lancé un certain nombre de fois. Je vais pouvoir voir le nombre d'instances terminées, le temps moyen d'exécution, et un diagramme que moi j'aime beaucoup, qui est celui-là, qui est le passage moyen. Combien de fois je suis passé par chacune des tâches en moyenne. Donc là, typiquement, j'ai alerté le Père Noël dans 5% des cas, les cas prioritaires. Là, c'est l'envoi d'un mail automatiquement. Je ne vous l'ai pas montré, mais on est capable d'envoyer des mails ou de se connecter à d'autres systèmes d'information avec Iterop. Et je peux voir également le temps. Et donc là, typiquement, me rendre compte que, a priori, ce qui me prend le plus de temps dans mon processus de gestion des non-conformités, c'est le fait que le responsable de processus en fasse l'analyse. Et là, en moyenne, je suis à 2h58 pour en faire l'analyse. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui en termes de processus, ventilation des tâches, réalisation des tâches par différentes personnes, nommage des tâches différents. En termes de fonctionnalité aussi, la capacité qu'on a à changer la valeur d'une variable dans un processus qui est terminé, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure ici avec les oui, oui, non en attente. Donc on a changé cette valeur de variable alors même que le processus était terminé. D'un processus à l'autre, on est capable de le faire et de façon assez facile pour le coup. Et la dernière chose, c'était finalement que, alors même que vous êtes sur un processus de gestion des non-conformités, on va être capable de rentrer via les interfaces d'Iterop dans une logique d'amélioration continue et permanente au travers des interfaces que sont les tâches à réaliser, certes, mais également le suivi, les tableaux de bord, l'analyse, qui vous permettent d'avoir une vue à 360 degrés sur l'ensemble de votre activité à partir du moment où vous avez designé le processus qui s'y réfère. Toute dernière chose, et ensuite on passe à la séance de questions-réponses. Si je vais dans Design, dans mes déploiements, je pense qu'il y a un élément qui peut être intéressant pour tout à chacun qui va être, je vais sélectionner ma gestion des non-conformités, je clique sur mon processus et je peux générer automatiquement une documentation. Alors je suis peut-être allé un petit peu vite, je m'en excuse. Hop là. Je suis dans Design, dans mes déploiements, j'ai une documentation. Et cette documentation, finalement, c'est quoi? Eh bien, c'est un document HTML que je peux ouvrir avec mon navigateur, que je peux également exporter en PDF, bien entendu, qui résume l'ensemble de mon processus. Quelles sont les entrées pour chacune des tâches? Quelles sont les sorties pour chacune des tâches? Qui est affecté à chacune de ces tâches-là? Et finalement, ça me permet de constituer une base de connaissances sur les processus qui sont déployés dans l'entreprise. Dernier élément d'ouverture, et à la limite, si jamais il souhaite participer, je crois qu'il est là aujourd'hui, on se fera un plaisir de l'entendre pour compléter mon propos.
parmi les personnes qui assistent à la présentation aujourd'hui, on a Thierry Perquier, qui est une personne qui travaille avec nous et qui déploie Iterop dans certaines entreprises, avec qui il a l'habitude de travailler, de déployer des processus assez complexes. Thierry a été formé à Iterop. Et pour aller encore un peu plus loin que ce que je vous ai présenté aujourd'hui, Thierry, lui, a fait un lien très intéressant justement entre un processus tel que celui-là, un petit peu plus complexe me semble-t-il, mais tel que celui-là, et a mis en face la norme, enfin plusieurs normes d'ailleurs, type norme ISO 9001 ou autre, avec les différentes parties, sous-parties, paragraphes dans ce qu'on appelle un référentiel métier, pour faire en sorte qu'au moment où vous déclarez une non-conformité et au moment où celle-ci est analysée, on puisse rapprocher cette non-conformité finalement du paragraphe directement ou de la partie concernée dans cette certification, dans cette ISO 9001 ou 27001 ou que sais-je. Et donc de faire en sorte finalement d'avoir une mesure de la performance extrêmement fine, dans la mesure où cette mesure de la performance et cette mesure de la, non pas de la performance, pardon, de la conformité par rapport à la norme, eh bien vous allez pouvoir être en mesure de mesurer, oui, la conformité de votre processus et des actions que vous menez vis-à-vis de cette norme de façon précise, dans la mesure où vous serez paragraphe par paragraphe, et donc de vérifier où sont les actions correctives et les actions d'amélioration à mettre en œuvre en priorité, étant donné que vous aurez la norme à disposition. Ça, c'est l'un des éléments que Thierry a mis en place. Et Thierry, si jamais tu souhaites intervenir, n'hésite pas à nous faire signe. Merci de nous avoir écoutés. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, la première, Raphaël, bonjour. Quelle est la différence entre le niveau superviseur et le niveau superviseur limité d'un processus? Alors, pour ceux qui connaissent peut-être pas aussi bien Iterop que Raphaël, ici, donc je suis dans Design, dans les déploiements, on va pouvoir choisir les rôles des personnes sur les processus. Rôle d'initiation et rôle de supervision limité ou non limité. Le rôle de supervision limité, si je me donne celui-là, je ne vais avoir accès qu'à certaines variables, les variables de base d'Iterop, c'est-à-dire l'identifiant du processus, la date de lancement, la progression, la durée, je crois, et globalement, aucune des variables que vous avez ajoutées dans votre process qui sont spécifiques à votre process, mais juste des variables générales, et potentiellement certaines qu'on aura pu ajouter dans la configuration du process. Si vous avez un droit de supervision étendu avec le petit œil, là, vous aurez le droit d'accès à l'ensemble des variables du processus. Sachant que ces droits de supervision peuvent se faire soit sur uniquement vos processus, soit sur tous les processus qui ont été lancés. Donc, par exemple, si je suis responsable de l'unité Nounours, eh bien, je vais avoir accès à et que je souhaite accéder uniquement aux non-conformités auxquelles non-conformité que j'ai déclarée, eh bien, j'aurai un droit de supervision plus ou moins étendu, mais en tout cas uniquement sur mes processus. Sur la supervision, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Limite, tiens, je peux me donner accès directement ici. Sur la supervision, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est que il faudrait que je redémarre mon instance pour pouvoir le voir. Ah non, je n'avais pas besoin de redémarrer mon instance, en effet. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, j'avais accès à l'ensemble des non-conformités qui ont été lancées. Là, j'ai plus accès qu'aux miennes. Ce qu'il faut retenir sur la supervision, c'est on va être en mesure, de façon extrêmement fine, de jouer sur les deux axes, la largeur et la profondeur. En gros, avec les droits de supervision, tels que je vous ai montré là, ou des droits de supervision dynamiques également, de faire en sorte que vos utilisateurs aient accès à plus ou moins de colonnes, donc plus ou moins de variables, et là, aller jusqu'à la variable près, et à plus ou moins de lignes, c'est-à-dire à plus ou moins de dossiers, pour faire en sorte de personnaliser complètement, non pas uniquement l'affichage, mais aussi les données qui sont derrière, pour faire en sorte, par exemple, que je n'ai accès, par exemple, uniquement qu'à mes demandes de congés, et pas aux demandes de congés de l'ensemble des collaborateurs, que j'ai accès aux demandes d'amélioration, et pas à toutes. J'espère avoir répondu à votre question, Raphaël, sur un point que je n'ai pas totalement compris. Donc, on va passer à la question de Whitney. Les informations concernant les actions correctives sont transmises à l'ensemble de collaborateurs ou seulement via le suivi? Alors, tout à l'heure, les actions correctives, les informations concernant les actions correctives, est-ce que j'en ai mis ici, je crois? Voilà.
quand je vais déclarer mes actions correctives, je vais ventiler ces tâches à différentes personnes. Okay, et chaque personne va recevoir une ou plusieurs tâches suivant le nombre d'actions correctives que je vais avoir à leur attribuer. Dans mon processus, j'ai considéré qu'une fois que ces actions correctives étaient réalisées, et donc chaque personne a accès uniquement à ces actions correctives, typiquement, je n'ai pas vu celle d'Olivier ou celle d'Oriane tout à l'heure, et j'ai considéré ensuite que la validation des actions correctives était à faire par le responsable qualité, et donc, il y a une seule personne qui va pouvoir le voir. Par contre, si je souhaite, par exemple, que seul le responsable qualité puisse valider les actions correctives, mais que l'ensemble des salariés puissent voir les actions correctives, toutes les actions correctives, eh bien, je vais donner des accès étendus en supervision, ce qui rejoint la question de Raphaël, pour que je vois non pas uniquement les actions correctives que j'ai réalisées, mais les actions correctives qu'a réalisées Oriane ou celles qu'a réalisées Olivier. Donc là, ça va vraiment dépendre des droits de supervision que vous allez avoir, Whitney. J'espère que, encore une fois, que j'ai répondu à votre question. Yes, très bien. Et bien entendu, ce processus peut s'adapter à différents secteurs d'activité. Alors ça, en effet, hein, là, si on a pris ce cas d'usage-là, alors bien entendu, hein, vous aurez remarqué qu'on essaye à chaque fois, et ça fait plusieurs webinaires qu'on essaye de faire un petit pas de côté par rapport à la réalité, en nous basant sur des contes, des dessins animés, ou là sur le cas d'usage du Père Noël. Pourquoi on fait ça? C'est juste pour que vous puissiez justement plus facilement transposer ce processus au sein de votre activité sans utiliser un cas très précis, ou si j'utilisais par exemple le même processus qui pourrait être utilisé dans le secteur agroalimentaire, par exemple, vous qui travaillez peut-être pas dans le secteur agroalimentaire, ce serait peut-être plus difficile pour vous de vous projeter. Donc en effet, vous pouvez tout à fait utiliser ce type de processus dans votre secteur d'activité, quel qu'il soit. Et quand je dis ce type de processus, c'est volontairement. Pourquoi? Parce que chez Iterop, on a pris le parti de ne pas fournir de bibliothèque de processus dans la mesure où votre processus, il vous est spécifique. Et je suis sûr que si je vous donne celui-là, même s'il vous paraît peut-être très bien et il vous paraît totalement transposable dans votre société, vous allez vouloir changer les noms de variables, vous allez vouloir rajouter des variables, il va manquer certaines fonctionnalités. Et comme Iterop est ergonomiquement justement très travaillé pour faire en sorte que ce soit très facile de dessiner un processus et de le faire rapidement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt repartir d'une feuille blanche. On gagnera du temps en design, on gagnera du temps à éviter de corriger des erreurs, des incohérences, etc. Et au final, votre processus sera mis en place plus rapidement. Donc oui, totalement, il peut s'adapter à plusieurs secteurs d'activité sans aucun souci. Et je vous invite d'ailleurs, si vous ne les avez pas vus, à revoir une partie, toute ou partie justement des webinaires qu'on a pu faire par le passé sur la gestion de transport, la gestion de production. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait de la logistique aussi pas mal. Les notes de frais également, avec de la lecture automatisée de documents qu'on est en mesure de faire également. Enfin, voilà, il y a toute une panoplie de webinaires maintenant sur YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant peut-être qu'on fasse intervenir Thierry pour que tu puisses nous partager peut-être ton retour d'expérience? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il n'y a pas de questions en plus. Tout a été clair pour tout le monde. Alors, bien entendu, hein, et Thierry, je te donne la parole juste après. Bien entendu, n'hésitez pas à revenir vers nous suite à la démonstration. Hein. Pour revenir vers nous, c'est très simple. Hein. Quentin, QUNTIN, @iterop.com fonctionne très bien pour qu'on puisse répondre à vos questions et faire en sorte que ce webinaire ne reste pas juste un petit moment comme ça, mais que les questions que vous n'osez pas poser ou celles qui vous viendront dans 10 minutes, une fois que ce webinaire sera terminé, vous ayez l'occasion de les poser. Thierry, est-ce que tu peux nous partager ton cas d'usage? Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est parfait pour moi, pour nous. J'espère que c'est le cas pour tout le monde aussi. Oui, donc en résumé, pour faire simple, en fait, j'avais partagé donc, avec Iterop les processus que tu viens de montrer, enfin en tout cas l'équivalent. Et effectivement, j'ai dû les adapter par rapport à une configuration spécifique pour le client pour lequel je travaille, qui s'est lancé dans une certification ISO. Donc, comme tu le disais, c'est 3 certifications, donc qualité, santé, sécurité et environnement.
Et donc, la complexité a été effectivement déjà de lister l'ensemble des actions correctives en cours, de manière à pouvoir les tracer. C'est aussi de passer d'un mode Excel à un mode BPM. Donc ça, c'est la clé. La clé, c'est aussi de convaincre les gens que le BPM est plus efficace que l'Excel. Donc ça, c'est un vrai sujet. Là où effectivement, je voudrais peut-être plus appuyer pour rebondir sur ta remarque de tout à l'heure, c'est que le BPM, en fait, est très accompagnant quand on a une approche très structurée. Et Dieu sait si les normes sont très structurantes, même si elles sont un peu plus ouvertes aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a des paragraphes, il y a 50 pages dans lesquelles il faut se conformer effectivement à des engagements, à des exigences. Et donc là, l'approche que je pousse et que je vais comment dire, pousser vers mon client et vers d'autres clients, c'est de dire, voilà, on met la norme dans une base, dans les référentiels métiers, ce que permet Iterop. Et derrière, au lieu d'avoir des sachants qui pilotent la certification, on a en fait des gens qui peuvent être un peu moins sachants et qui, du coup, sont très accompagnés sur l'ensemble du respect des différents paragraphes et les exigences qui sont réalisées, de noter toutes les non-conformités, les points sensibles et autres. Et ça fait aussi écho à une remarque que j'ai eue de l'auditeur que j'ai rencontré il y a moins d'un mois, qui a dit que toutes les actions qu'on devait lister dans le cadre d'une certification devaient être associées à des paragraphes de la norme. Donc en fait, non seulement on va permettre d'avoir en amont une approche accompagnée pour chaque client, pour être sûr que l'ensemble de la norme soit respecté, et en même temps, on saura livrer à un auditeur de certification la preuve, effectivement, qu'on est bien dans une approche de maîtrise de l'ensemble des normes. Donc l'outil BPM permet tout à fait ça, d'autant plus que on peut mettre à disposition ces normes de manière assez simple. Les fonctionnements des référentiels métiers sont très efficaces, faut dire, pour permettre une lecture par chapitre et paragraphe. Même donner accès aux détails de chaque paragraphe, c'est quand même très puissant. Et en même temps, dès qu'on a plusieurs interlocuteurs qui suivent, comme tu l'as montré, Quentin, ça permet effectivement d'avoir un processus qui est, on va dire, partagé et efficacement entre, on va dire, un certain nombre de collaborateurs, et ça évite les mails, les Excel et autres. Et là où effectivement certains clients peuvent être plus à l'aise avec de l'Excel, parce que ça marche bien, c'est que là, on a effectivement une notion de partage qui est beaucoup, beaucoup plus renforcée avec des outils de ce type-là. Donc voilà en résumé ce que je peux dire sur l'approche, on va dire, BPM dans une certification. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que, je parle sous contrôle, Quentin, la certification de Iterop se fait avec évidemment un BPM digne de ce nom, n'est-ce pas? Donc je te laisse rebondir dessus peut-être. Oui, complètement. Alors, merci Thierry justement pour ces précisions et puis pour ton expertise sur le sujet. C'est exactement ça. C'est donc Nicolas, notre responsable qualité, qui utilise alors un processus semblable à celui que je vous ai montré aujourd'hui, avec le même type de fonctionnement, mais bien entendu adapté, un peu plus complexe, de la même manière que Thierry a pu utiliser le même type de structuration. On a la même chez nous. Et Nicolas utilise ce logiciel, Iterop justement, et ce type de processus pour pouvoir ventiler les actions correctives auprès des différents services. Et chaque année, au moins une fois par an, on fait en plus des actions correctives qui peuvent nous être affectées tout au long de l'année. Chaque année, on fait une revue de processus sur Iterop avec un compte rendu qui est généré automatiquement, des rappels qui sont générés automatiquement avant le processus pour nous rappeler 14 jours avant, puis 7 jours avant qu'il faudrait qu'on prépare la réunion que parfois, en tant que responsable métier, on a parfois un peu envie de repousser, mais qu'il faut préparer. Et donc, tout ceci va être automatisé sur Iterop, et donc on va avoir accès justement aux bonnes informations pour anticiper l'audit, et aux bonnes informations justement, une fois que l'audit est fait, tout est stocké au bon endroit avec des fichiers PDF qui sont enregistrés automatiquement. Et donc Nicolas, derrière, lui, en termes d'indicateurs de performance, tels que les indicateurs que je vous ai montrés tout à l'heure, lui va avoir toute une série d'indicateurs qui peuvent lui permettre d'une année à l'autre, lorsqu'on va se faire auditer, réauditer, de vérifier si on va dans la bonne direction ou non, et puis d'envisager des actions correctives plutôt à un niveau local ou à un niveau plus global suivant la valeur de ces actions, la valeur de ces indicateurs, pardon.
dernier élément, et je rebondis un peu sur ce que disait Thierry tout à l'heure, quand Thierry vous évoquait le fait de pouvoir rentrer une norme sur Interop, finalement, c'est un peu de cette manière-là, hein, de décomposer la norme en chapitres. La norme est décomposée en chapitres, sous-chapitres, paragraphes, sous-paragraphes, hein, très structuré. Et donc, de pouvoir justement rajouter différents éléments. Donc, par exemple, je ne sais pas, je dirais le chapitre A ici, le sous-chapitre A1 et par exemple le paragraphe 1. OK. Et donc, d'enregistrer autant de lignes finalement qu'on va avoir de paragraphes. Et donc, au travers de listes liées, alors là, je parle peut-être plus pour les experts d'Iterop, hein, mais de listes liées qui vont nous permettre de sélectionner, OK, le chapitre. Après, je vais avoir juste les sous-chapitres qui s'y réfèrent. Puis à partir de ces sous-chapitres, juste les paragraphes qui se réfèrent à ce sous-chapitre dans ce chapitre. Et bien de pouvoir vite, assez rapidement et de façon très fluide et très ergonomique, sélectionner le bon paragraphe qui se rapporte à cette non-conformité. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que nous arrêtons là? Je crois qu'on est bon au niveau questions. On n'a plus rien en stock. Bon, mais à ce moment-là, on vous remercie pour votre attention. Les prochaines étapes, on vous l'a dit, hein, le webinaire va être mis en ligne d'ici quelques jours. Vous pourrez y accéder et le diffuser, le revoir. Si jamais vous avez des questions, soit sur ce qu'on vous a montré en termes de design, ou même sur Play, ou si vous avez des cas d'application où vous aimeriez savoir un peu plus, est-ce que ça peut s'y prêter ou pas, n'hésitez pas justement à nous contacter, hein. Dans un premier temps, ce sera moi, puis après, je redispatcherai si besoin auprès de vos interlocuteurs privilégiés. Et n'hésitez pas aussi, si vous êtes déjà client Interop, à contacter directement votre interlocuteur privilégié au conseil ou au commerce pour pouvoir discuter de ce que vous avez vu aujourd'hui. Merci Quentin. Merci à tous, très belle fête de fin d'année et puis on se retrouve pour d'autres webinaires l'année prochaine avec pas mal de choses en prévision déjà. Merci à tous, très bonne journée. Bonne journée à tous, à bientôt.